L'important, c'est d'avoir un rapport animal avec l'animal. Tout animal a un monde. C'est curieux parce qu'il y a des tas de gens, il y a des tas d'humains qui n'ont pas de monde. Peu à peu, les cochons retrouvent leur comportement instinctif. Bête comme Ses pieds. Oh. C'est toi qui es bête comme tes pieds. Les animaux ont aussi leur histoire, par Michel Pastoureau et Mathilde Wagman. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il est midi et vous êtes bien sur France Culture. Chaque dimanche cet été, nous vous proposons de plonger au cœur du royaume animal. Les historiens ont mis du temps à s'intéresser aux animaux. Donc ils aient été tout à fait absents de leurs travaux, mais ils apparaissaient à la marge, en note de bas de page. Ils n'étaient jamais les héros de l'histoire. Michel Pastoureau compte parmi les premiers à s'être réellement penché sur leur sort. Médiéviste, spécialiste de l'histoire de la symbolique occidentale, c'est lui qui, chaque dimanche, nous contera les déboires d'un animal célèbre, choisi parmi ceux qui l'affectionnent. De la préhistoire à nos jours, en passant par l'Antiquité et le Moyen-Âge, on traversera les siècles, pour se souvenir par exemple que l'ours fut le roi avant que le lion ne lui vole la vedette, que le cochon n'a pas toujours été l'objet de notre mépris, qu'il fut un temps où le loup ne nous faisait pas peur et où l'on ne doutait pas de l'existence des licornes. Car oui, les animaux ont aussi leur histoire. C'est elle que nous explorerons chaque dimanche avec Michel Pastoureau pour composer ce bestiaire radiophonique. Mais pour commencer cette série, c'est d'un oiseau dont nous allons parler. Attribut de certains dieux dans l'Antiquité, tantôt admiré pour son courage, sa virilité, tantôt méprisé pour ses colères ou sa luxure, il est aussi l'un des plus vieux emblèmes de la France. Mais quel drôle d'animal pour un emblème que ce vulgaire oiseau de basse-cour. En cette avant-veille de 14 juillet, Cocorico, vous l'aurez compris, c'est du coq dont il sera question aujourd'hui. Cocorico, le coq a chanté, notre Marseillaise immortelle. Et quand il a battu ses ailes au soleil de la liberté, c'est qu'a compris son volant sursaut que devant ses vaines menaces, le coq lançait vibrante danse son appel à tous les échos. Debout les gars, debout les gars, Cocorico. Bonjour Michel Pastoureau. Bonjour. C'est par un extrait d'une chanson patriotique que l'on ouvre cette émission. Jules Wolf, qui interprète la chanson Cocorico ou l'aigle ou le coq, dans un enregistrement qui date de 1919. Une chanson donc qui date de la Première Guerre mondiale et dont les paroles mettent en scène le vaillant coq français qui résiste à l'aigle allemand. La Première Guerre mondiale, Michel Pastoureau, c'est l'une des périodes pendant laquelle la référence au coq comme emblème national est particulièrement forte. Oui, c'est un coq patriote qui s'est très bien défendu pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale aussi. Il a été résistant. C'est le plus vieil emblème de la France, en fait, le coq. Et les Troisième et Quatrième Républiques l'ont fréquemment mis sur le devant de la scène. Alors, remontons le cours des siècles et soulignons qu'à l'origine, cet emblème de la France, c'est en fait un emblème subi, choisi par l'étranger, pourrait-on dire, et non pas un emblème assumé, accepté. Il va falloir du temps, beaucoup de temps pour qu'il devienne un emblème reconnu en France même. C'est un jeu de mots qui crée le lien entre la France et le coq. Oui, c'est un jeu de mots latin dont les Romains sont très friands. C'est le même mot en latin, gallus, qui désigne à la fois le coq et le gaulois. D'où l'assimilation des Gaulois à des coqs. César, par exemple, dans la guerre des Gaules, compare à la façon de combattre des Gaulois à des combats de coqs. Et un peu plus tard, Suétone, pour se moquer de Néron, qui se prétendait un chanteur remarquable, compare le chant de Néron au cri du coq et souligne même que ce cri est tellement épouvantable, celui de Néron, qu'il va réveiller les Gaulois qui vont envahir l'Italie et ainsi de suite. Donc c'est un emblème plutôt dépréciatif que les Romains appliquent à la Gaule. Et pendant une bonne partie du Moyen-Âge, il va le rester. Ce sont les ennemis de la France, et spécialement du roi de France, qui associeront le français, les Français, à ce coq. Mais quand alors exactement s'opère cette bascule puisque vous dites à l'origine c'est un emblème subi, c'est pas le choix du coq ne vient pas des Français ou plutôt des Gaulois eux-mêmes. À quel moment s'opère le basculement ?
Le basculement se produit à la fin du Moyen Âge, pendant les premières guerres entre la France et l'Angleterre, la France et le Saint-Empire romain germanique. C'est encore un oiseau choisi par l'étranger et appliqué au roi de France. Et il faut vraiment attendre le XVe siècle, les guerres d'Italie, pour que Charles VII d'abord, puis Charles VIII, Louis XII et surtout François Ier se reconnaissent finalement dans cette image du coq et assument pleinement ce rôle du roi de France, veillant sur ses sujets comme le coq veille sur ses poules. Et alors, vers 1500, la bascule a opéré pleinement et le roi de France, en France même, est devenu le coq, c'est-à-dire le roi des poules. Et c'est Louis XIV peut-être qui va consacrer pleinement ce rôle du roi de France. Le coq salue le lever du soleil, il est un des attributs du soleil, donc le roi soleil bien sûr, met en avant l'emblème du coq. À Versailles, par exemple, dans la Galerie des Glaces, il demande à ses architectes de créer un ordre architectural nouveau, à côté de l'ordre dorique, corinthien, ionique, etc. Un ordre du coq que l'on voit encore au sommet de certaines colonnes. Il y a une guerre des emblèmes à la fin du règne de Louis XIV entre les différents pays d'Europe occidentale par les pamphlets, par les stampes, par la médaille, et contre le léopard anglais, l'aigle allemande et le lion des Provinces-Unies ou de l'Espagne, on voit le coq gaulois défendant vaillamment la France. Mais alors, quelles sont les qualités, si je puis dire, du coq qui, dans les deux cas, sont revendiquées, ou bien pour critiquer les rois de France, ou bien au contraire pour les mettre en valeur ? Si on s'appuie sur les textes antiques, médiévaux, le coq est un animal ambivalent. Alors bien sûr, les rois de France ne prennent que les bons aspects du coq pour vanter cette symbolique politique. Il est courageux, il est vigilant, il veille sur ses poules, il est audacieux, il affronte des animaux plus forts que lui. Une tradition qui remonte très haut veut que les coqs, et spécialement les coqs blancs, fassent peur aux lions eux-mêmes. Et puis, il est généreux, il est partageux. La tradition attribue au coq de partager avec ses poules quand il a trouvé un peu de nourriture. Donc c'est le thème du Seigneur, du roi large, du roi qui partage. Et puis, il est fier, il est fertile. Inversement, quand il est pris en mauvaise part, c'est un oiseau qui est libidineux, il est fortement sexuel, il est jaloux. C'est le roi de la basse-cour. C'est le roi de la basse-cour, il ne partage pas ses poules avec un autre coq, d'où le thème des combats de coqs, soit réels, soit symboliques. Donc, il est jaloux, il est envieux, il est sexuel. Et puis, il a un côté ridicule. C'est vrai que, comparé à l'aigle germanique ou même au léopard anglais, il a l'air bien faible. C'est cette dimension ridicule que les rois étrangers, dans les premiers temps du Moyen-Âge, soulignent lorsqu'ils parlent Ils du la coq. mettent en valeur, oui, bien sûr. Cette idée de l'oiseau faible par rapport à d'autres oiseaux, notamment aux oiseaux de proie, d'oiseaux vaniteux et d'oiseaux polygame en quelque sorte. Il lui faut un certain nombre de poules. D'ailleurs, les auteurs en débattent depuis Pline l'Ancien, jusqu'à des dates récentes. Combien de poules pour un coq? Et le nombre varie entre 6 et 12. Mais les rois de France donc, ont réussi à évacuer tout cela et à assumer cette figure du coq. Et le plus étonnant pour l'historien, c'est que la Révolution française n'est pas partie en guerre contre le coq, comme elle était partie en guerre contre tous les emblèmes de l'ancienne monarchie, à commencer par la fleur de lys, bien sûr. Non, sous la Révolution, peut-être pas le 14 juillet, mais un peu plus tard, le coq devient une véritable figure d'État. Il ne représente plus le roi de France, mais le peuple français, le peuple vigilant, le peuple souverain. C'est un élément tout à fait étonnant, parce que si on dit que le coq était attribut de Louis XIV, on pourrait s'attendre à ce que sous la Révolution, il soit, comme bien d'autres emblèmes de l'Ancien Régime, détruit, chassé, si je puis dire. Oui, eh bien ça ne se produit pas, et bien au contraire, dans l'espèce de bric-à-brac emblématique et symbolique que la Révolution française a mis sur le devant de la scène, la pique, les faisceaux de licteurs, le bonnet phrygien, etc., le coq finit par devenir la principale figure. Il prend place sur le grand sceau de la Première République dès 1792, sur les
ce qu'on appellerait les papiers en tête, nous, aujourd'hui, et toutes sortes d'autres documents officiels, les assignats, par exemple. C'est une figure d'État, c'est la figure du peuple, c'est la figure de la Révolution en marche et de l'adhésion aux idées nouvelles, à côté de la cocarde ou du futur drapeau tricolore. Donc, c'est presque une promotion sous la Révolution pour ce coq gaulois. Ça ne dure pas parce que Bonaparte, en 1804, quand il s'apprête à fonder un nouveau régime, le Premier Empire, il est à la recherche d'un emblème nouveau, il prend conseil, il fait voter autour de lui, certains sont partisans du lion, d'autres de l'éléphant, d'autres même de la fleur de lys, et puis il fait voter le Conseil d'État, et le Conseil d'État souligne que le coq est le plus ancien emblème de la France, donc il faut choisir le coq. Mais Bonaparte trouve cet oiseau trop faible, trop ridicule, ça n'est pas possible, et il va abandonner cette figure et prendre, au dernier moment, pourrait-on dire, l'aigle qui devient l'oiseau impérial. D'ailleurs, l'aigle est souvent l'oiseau des empires, empire byzantin, empire romain, empire russe, empire autrichien, et donc premier empire napoléonien. Mais on aurait pu penser justement pour Napoléon que le coq a le mérite d'être original. Aucune autre nation ne s'est attribué cet animal-là. Oui, c'est une particularité d'ailleurs des régimes politiques français, monarchie ou république, de ne jamais vouloir faire comme les autres. Alors le coq aurait été un bon choix, avec un oiseau, disons, de basse-cour par rapport aux oiseaux de proie ou aux fauves féroces des autres nations. Ça aurait été un écart, en effet, signifiant. Mais non, il faut attendre les révolutions de 1830 et surtout de 1848 pour que le coq revienne sur le devant de la scène, incarnant toujours le peuple français vigilant pour défendre ses libertés. Mais c'est un glissement, là, je voudrais qu'on s'arrête un moment sur ce point. Donc, au XIXe siècle, pour la République, le coq incarne désormais le peuple vigilant. On assiste vraiment au fil des siècles, si on s'arrête un peu sur cette symbolique, à un déplacement. À l'origine, le roi, puis la nation, l'État, le peuple. En fait, c'est un symbole polyphonique, si je puis dire. Oui, et ça souligne des problèmes très très importants. Quels sont les rapports entre l'État et la nation, hein? Le coq, on est passé du souverain au peuple, c'est-à-dire de l'État à la nation. En Europe occidentale, il y a des pays dans lesquels la naissance de l'État est bien plus ancienne que celle de la nation. C'est le cas de la France, c'est le cas de l'Angleterre. Et puis, il y a des pays où la naissance de la nation est bien antérieure à celle de l'État. C'est le cas de l'Allemagne ou de l'Italie. D'ailleurs, une des grandes difficultés de l'Union européenne actuelle vient de cet héritage historique, État ou nation. Le coq, lui, a d'abord signifié la personne du roi, puis l'État, puis la nation française, et en ce sens, il s'est compromis avec tous les régimes, mais avec des significations un peu différentes. Et c'est cette compromission avec tous les régimes qui, selon vous, Michel Pastoureau, en ferait un bel emblème officiel, parce qu'il faut rappeler que si on l'associe encore aujourd'hui à la nation française, c'est un emblème officieux. C'est un emblème officieux. D'ailleurs, la France n'a pas d'autre emblème officiel que son drapeau tricolore, défini par l'article 2 de la Constitution de la Ve République, ce qui pose un gros problème du point de vue protocolaire, parce que tous les autres pays de l'Union européenne ont leur drapeau et un ou plusieurs autres emblèmes. Donc, dans les réunions protocolaires, quand on met en scène ces emblèmes, pour la France, il y a un trou qu'il faut combler, et on le comble en mettant un grand F majuscule ou la carte de France, ce qui est totalement ridicule par rapport à nos voisins. J'ai participé moi-même à une commission chargée de donner un emblème officiel à la France pendant une dizaine d'années auprès de la présidence de la République. Cette commission n'a accouché de rien parce que nos gouvernants, quel que soit leur bord, sont frileux. Oh non, pas ça, c'est trop connoté comme ci, comme ça, etc. Moi-même, j'ai milité pour le coq, puisqu'il s'est compromis avec tous les régimes, qu'il est le plus ancien emblème de la France, quand même plus de 2000 ans d'histoire,
D'ailleurs, les étrangers pensent que c'est un emblème officiel alors qu'il n'est qu'officieux. Et quand il est présent sur les maillots des sportifs qui représentent la France sur les terrains, on peut se demander est-ce que c'est un emblème national ou est-ce que c'est le logo d'une entreprise qui fournit en équipement les joueurs qui représentent la France? L'hésitation est permise. Oui, c'est une autre dimension du coq en France. Le coq sportif, c'est lié à la marque, si je ne me trompe pas. À la marque, une marque installée en Champagne qui a fourni des équipements aux équipes de France pendant quelques temps. Si on faisait un sondage, je pense que le coq serait peut-être handicapé par son côté à la fois rural, dans une France qui est majoritairement citadine, sa dimension religieuse, le coq des clochers, le coq de Saint-Pierre, le coq de toutes les églises de France, au fond. Et puis, par rapport à nos voisins qui portent aigle, lion, léopard, évidemment, il a l'air un petit peu faible. Mais on l'a rappelé en commençant, il est patriote, il s'est bien défendu pendant les 2 guerres mondiales, il a résisté, il est présent sur le sceau des 2e, 3e, 4e et 5e République. Tout est mûr pour en faire un emblème officiel. J'espère que je verrai cela avant de disparaître. Mais alors, comment comprendre cette frilosité dont vous parliez à l'égard du coq en particulier? Est-ce aussi parce qu'il est associé à la ferme que finalement cette ruralité le dessert aujourd'hui? Michel Pastoureau. Oui. Il est trop rural, il est trop oiseau de basse-cour, oiseau installé sur son fumier. D'ailleurs, le régime de Vichy a chassé le coq, emblème presque officiel sous la Troisième République, avec cette phrase restée célèbre en 1941, renvoyons le coq gaulois à son fumier. Donc c'est une phrase terrible. Prononcée par qui? Prononcée dans l'entourage du maréchal Pétain pour installer d'autres emblèmes, notamment la Francique. Et puis, il faut le reconnaître, en France, par rapport aux pays voisins, aussi bien de la part des élus et des gouvernants que de nos concitoyens, une inculture dans le domaine des emblèmes et des symboles, qu'ils soient nationaux ou autres, qui est très grande. Ça semble quelque chose d'un peu anecdotique, voire ridicule. C'est un peu la même chose d'ailleurs du côté des logos. Les entreprises françaises ont des logos qui sont moins forts, plus, comment dirais-je, moins compétitifs que ceux des entreprises des pays voisins. C'est presque une tradition française depuis la fin du 19e siècle. Puisque le coq ne remplit pas tout à fait le rôle d'emblème de la France aujourd'hui, détachons-nous un peu maintenant de cette dimension de l'animal, parce que tout de même, le coq ne se réduit pas à son rôle dans l'histoire de France. Dans l'Antiquité, Michel Pastoureau, c'est un animal plutôt valorisé. Il joue par exemple un rôle important dans la mythologie romaine. Oui, c'est un animal que l'Antiquité grecque et romaine valorise beaucoup. C'est un attribut de plusieurs divinités. Lesquelles, par exemple? Artémis, c'est-à-dire Diane pour les Romains, Apollon, son frère, Arès, Mars pour les Romains, le dieu de la guerre, et quelques autres. C'est un oiseau solaire, son chant salue le lever du soleil. C'est un oiseau vigilant. Il y a pas mal d'histoires d'ailleurs dans la mythologie grecque de la vigilance du coq qui, par exemple, lorsque Arès, le dieu de la guerre, va rencontrer sa maîtresse, Aphrodite, la plus belle des déesses, qui est l'épouse du dieu du feu, Héphaïstos, il charge l'un de ses compagnons de surveiller si Héphaïstos ne va pas revenir. Et puis un jour, le compagnon s'est endormi, il s'appelle Électrion, et Arès et Aphrodite sont surpris par le mari jaloux, et de colère, donc, le dieu Arès change son compagnon Électrion en coq. C'est un animal qui intervient beaucoup dans les métamorphoses? Il intervient dans les métamorphoses, mais il intervient surtout dans la divination. Les Romains confient au coq le choix de certaines décisions extrêmement importantes, notamment concernant la guerre. Soit on interprète son chant ou son cri, soit on interprète la façon dont il bat des ailes, soit surtout on pratique la divination par les grains de céréales. On dessine au sol une
figures divisées en un certain nombre de cases, en général 24, représentant chacune une des lettres de l'alphabet. On place des grains dessus et on observe dans quel ordre le coq ou le poulet va manger ces grains, et on en tire donc un ordre des lettres que l'on interprète. Est-ce que l'on doit lancer la bataille ou pas, déclarer la guerre, faire ceci ou faire cela, ce qui fait dire à Pline, qui a une admiration pour le coq dans son histoire naturelle, il est très bavard sur cet oiseau, les coqs sont les maîtres du monde, c'est-à-dire c'est par eux qu'on prend toutes les décisions. Oui, Pline l'Ancien, hein, donc, dans son texte L'Histoire naturelle, c'est un texte qui date du 1er siècle, et c'est un texte tout à fait important qu'on retrouvera beaucoup pendant toute cette série, cet été, Michel Pastoureau. Oui, pour l'historien des animaux, c'est un texte fondateur, c'est une autorité pour le Moyen-Âge et même encore pour l'époque moderne, presque aussi importante que la Bible d'un côté, Aristote de l'autre. La troisième autorité, c'est l'Histoire naturelle de Pline, une encyclopédie qui en fait est faite d'extraits d'auteurs. Pline est un compilateur et c'est un ennemi de toutes les nouveautés. Mais sur les animaux, il peut être très bavard et il est très admiratif du coq, comme le sont d'ailleurs la plupart des auteurs antiques. En fait, ce sont les auteurs chrétiens qui sont plus divisés et qui soulignent un certain nombre d'aspects négatifs du coq, notamment ceux que l'on a évoqués, l'animal qui est vaniteux, l'animal qui est jaloux, l'animal qui est libidineux, à côté de ses qualités, et surtout, ils évoquent ce passage du Nouveau Testament, le reniement de Saint-Pierre. Je vous propose, si vous le voulez bien, de vous lire un extrait de ce passage, hein, tel que raconté par Marc, pour que nos auditeurs l'aient bien en tête. Donc, le reniement de Pierre. Comme Pierre était en bas dans la cour, arrive une des servantes du grand prêtre. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le dévisagea et dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus ». Mais Pierre nia, en disant « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu dis ». Puis il se retira dehors vers le vestibule et un coq chanta. La servante, l'ayant vu, recommença à dire aux assistants « Celui-là en est ». Mais de nouveau Pierre niait. Peu après, à leur tour, les assistants disaient à Pierre « Vraiment, tu en es, et d'ailleurs tu es galiléen ». Mais il se mit à jurer avec force imprécation « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez ». Et aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Quel est le sens que l'on peut donner à ce chant du coq, Michel Pastoureau, dans cet épisode Il est ambigu ou plutôt ambivalent, c'est-à-dire on peut le prendre en bonne part et souligner que le coupable c'est Pierre, ça n'est pas le coq, et le chant du coq au fond fait prendre conscience à Pierre de sa faute, de son péché, et l'invite à faire récipiscence, ou bien on peut associer le coq au mauvais comportement de Pierre, et les auteurs du Moyen-Âge seront partagés. En tout cas, le coq va devenir dans l'iconographie très tôt, dès l'époque paléochrétienne, un des attributs de Saint-Pierre, à côté de la clé, qui est son autre attribut. Et quand on a un coq installé au sommet du clocher d'une église, au début, on peut hésiter. Est-ce que c'est le coq de Saint-Pierre ou est-ce que c'est le coq vigilant qui surveille les alentours? Les plus anciens exemples sont antérieurs à l'an 1000. On les trouve en Italie du Nord dès le Xe siècle. Malheureusement, ce sont toujours sur des églises dédiées à Saint-Pierre. Donc, on ne sait pas très bien. Puis, par la suite, ce sont d'autres églises et ça devient un phénomène général. Le coq installé au sommet des clochers concerne presque toutes les églises d'Occident à partir des XIIe, XIIIe siècles. C'est un coq vigilant qui surveille les alentours, qui salue le lever du soleil, qui réveille les dormeurs, qui les invite à la prière, mais qui aussi éloigne les forces du mal et fait peur aux démons et à toutes les créatures du diable. Donc c'est un coq tout à fait bénéfique que ce coq installé au sommet des clochers. Finalement, cet épisode du reniement de Pierre ne lui a pas trop nui, si je vous comprends bien, Michel Pastoureau. Non, pas du tout. L'oiseau est quand même plus positif que négatif dans les traditions occidentales, donc on en tire toujours un certain bénéfice, et avoir pour attribut un coq, c'est valorisant.
Michel Pastoureau, vous avez énormément travaillé sur les bestiaires du Moyen-Âge. Est-ce que le coq est un animal présent? On retrouve dans les bestiaires et dans les encyclopédies du Moyen-Âge cette même double symbolique que nous avons évoquée, tantôt négative, tantôt positive, avec toujours les mêmes idées. Il est courageux, il est vigilant, il est généreux, il est fier, il est bavard. Certains auteurs admirent son chant, d'autres soulignent que ce chant c'est en fait un cri plus qu'un chant. Il est fécond, fertile, mais il est aussi polygame, jaloux, luxurieux, coléreux, vaniteux. On trouve toutes sortes d'adjectifs pour le qualifier. Et puis, il y a une idée qui revient assez souvent. Quand il est vieux, le coq ne chante plus, ne sait plus chanter, perd la mémoire et se met à pondre des œufs. Petit héros. Ah, voilà la poule qui intervient dans l'histoire du coq. Le coq devient poule, si je vous comprends bien. Voilà, il ne sait plus ce qu'il fait, donc il pond des œufs, et ces œufs sont très dangereux s'ils sont couvés par un crapaud, parce qu'une fois éclos, cela donne naissance à un être monstrueux, le basilic, qui est un coq à queue de serpent, dont le corps est rempli de venin, dont le regard tue celui qui est regardé et dont la crête n'est pas rouge mais entièrement blanche. Ça ne concerne pas tous les coqs, mais certains coqs devenus trop vieux. Et on a quelques histoires pour la fin du Moyen-Âge surtout, où ici ou là, à Bâle par exemple, au XVe siècle, où l'on a vu un basilic redoutable qu'on a eu beaucoup de mal à mettre à mort. Mais ça a aussi un bon côté puisque ce coq est devenu un des attributs de la ville de Bâle à l'époque moderne. Est-ce que la dimension prophétique du coq que vous évoquiez tout à l'heure, Michel Pastoureau, en parlant de l'Antiquité, un animal de divination, se retrouve à travers les siècles au-delà de l'Antiquité ? Peu. C'est une dimension qui est relativement discrète. Le christianisme est passé par là, qui a horreur de la divination et donc qui a lutté contre toutes les pratiques divinatoires associées à des superstitions. D'ailleurs, c'était déjà ce que disait Cicéron au 1er siècle avant notre ère, et Cicéron n'est pas chrétien. Mais dans les campagnes, bien sûr, ça continue fort longtemps, et comme tous les oiseaux, le coq peut être associé à des superstitions. Donc on continue d'interpréter son comportement et surtout son cri. À quel moment il a chanté, combien de fois. On interprète aussi les syllabes. L'Antiquité entend coco coco, le Moyen-Âge aussi. Et puis cocorico se met en place en France lentement au XVIIe et XVIIIe siècle, mais c'est français parce que les Allemands entendent kikiriki par exemple. Donc autour de ce folklore rural, il y a en effet des traditions et des superstitions qui ont la vie longue, mais elles ne tuent pas l'aspect positif du coq. Entendre le chant du coq, nous disent beaucoup d'auteurs encore en pleine époque moderne, voire au XIXe siècle, c'est réjouissant, c'est le village, c'est la paroisse, c'est la campagne. Il est, on peut le dire, jusqu'à des dates récentes, en France en tout cas, avec la vache, l'autre attribut de la campagne. Oui, aujourd'hui, à l'époque contemporaine, c'est surtout comme animal de la ferme que le coq est évoqué. On peut penser à tous ces livres pour enfants dans lesquels le coq est toujours immanquablement présent parmi les animaux des imagiers. Oui, il est l'animal de la ferme par excellence, pourrait-on dire, en tout cas celui de la basse-cour, qui trône bien sûr sur son fumier, mais c'est le roi de la basse-cour, il défend les poules. On a même vu des coqs défendre les oies et d'autres volailles contre des prédateurs, contre des fouines, des putois, et même contre le renard. La tradition veut que le coq n'hésite pas à affronter des animaux plus forts que lui, mais l'histoire naturelle et le comportement du coq confirme pleinement cette assertion. C'est sur une évocation du coq de la ferme, mais aux États-Unis que nous nous quittons. Michel Pastoureau, le Little Red Rooster, le petit coq rouge, chanté par le musicien de blues Willie Dixon. Merci Michel Pastoureau. Merci à tous.
Je renvoie nos auditeurs à vos écrits sur le coq, notamment votre livre Bestiaire du Moyen-Âge paru au Seuil, votre ouvrage sur les emblèmes de la France aux éditions Bonneton, ainsi que l'article consacré au coq gaulois paru dans le 3e tome de la Somme dirigé par Pierre Nora, Les lieux de mémoire. Vous pourrez retrouver toutes les références bibliographiques et musicales de l'émission sur le site de France Culture. Vous pourrez aussi la réécouter en ligne pendant 3 ans et la télécharger pendant 1 an. Les animaux ont aussi leur histoire. C'était une émission réalisée par Anne Franchini, préparée avec la collaboration d'Antoine Vuilloz et Romain Couturier, avec aujourd'hui à la technique Philippe Palarès. Nous nous retrouverons la semaine prochaine à la même heure et toujours en compagnie de Michel Pastoureau. Nous ferons cette fois le portrait de l'ours.